À la une de l'actualité ce soir, le soutien de la Banque mondiale au projet Ziga pour l'alimentation en eau potable de la ville de Ouagadougou. D'un coût total de 107 milliards de francs CFA, la Banque mondiale a contribué au financement du projet à hauteur de 40 milliards de francs CFA et le vice-président de l'institution Hafez Ganem était à Ziga pour s'enquérir des nouvelles de leur intervention. Dans ce journal, images et commentaires sur ce qu'il a pu voir. Et puis dans ce journal, à la veille de la Tabaski, encore appelé fête du mouton, les grandes villes comme Bobo, Dioulasso et Ouagadougou sont devenues de vastes marchés à bétail. De petits attroupements un peu partout dans ces villes où le mouton se discute, se vend et est embarqué. Mais les clients se plaignent de la cherté des prix. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? On en parle dans cette édition. Dans cette édition, ces émouvantes réunions de famille en Corée du Nord, séparées depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. 89 Sud-Coréens tirés au sort sont passés au Nord pour y rencontrer des parents qu'ils n'ont plus revus depuis la fin de la guerre de Corée. Images et émotions donc à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Cela dit, pour ouvrir ce journal, direction la primature où le Premier ministre Paul Kabatieba échange avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Hafez Ganem est en visite au Burkina du 20 au 21 août et est allé rendre une visite de courtoisie à Paul Kabatieba. À sa sortie d'audience, il s'est confié à Maïmouna Traoré. Le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique est au Burkina Faso. Avec le Premier ministre Paul Kabatieba, ils ont échangé sur les priorités de développement au Burkina Faso et surtout sur les appuis de la Banque mondiale au plan national de développement économique et social. La Banque mondiale est le premier partenaire à la mise en œuvre de ce référentiel de développement. Nous avons parlé de l'importance du développement humain, des secteurs sociaux, donc les investissements dans la santé, dans l'éducation et surtout la santé maternelle et la santé des enfants. Nous avons aussi évoqué les besoins en termes d'infrastructures et surtout les infrastructures en termes de l'électricité et l'eau et l'assainissement et le projet que la banque finance dans ces domaines. Et nous avons parlé de l'importance de créer plus d'opportunités pour la jeunesse et pour les jeunes au Burkina Faso et comment développer l'économie numérique. La Banque mondiale finance également des projets dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. En somme, le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Burkina Faso est composé d'une trentaine de projets, dont 7 régionaux, représentant un engagement de 800 milliards de francs CFA environ. Au cours de son séjour au Burkina Faso, Hafez Ganem visitera certaines réalisations, dont la centrale photovoltaïque de Zaktouli. Justement, bien avant d'être reçu par le chef du gouvernement burkinabé, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique était à Ziga pour s'enquérir des nouvelles du projet d'approvisionnement en eau potable que son institution finance. Il a pu, à l'occasion, percevoir le processus de traitement de l'eau depuis le barrage jusque dans les châteaux d'eau. Et à la suite de sa visite, Hafez Ganem annonce la signature d'une convention avec l'ONEA pour accroître sa capacité de service en matière de distribution de l'eau potable au Burkina. Oscar Soulama, Ismaël Didoma Sirima. Accompagnés par plusieurs guides, les représentants de la Banque mondiale jettent quelques regards sur les réalisations de la station Ziga 2. Ils ont apprécié l'étendue du barrage de Ziga avant de se rendre à l'intérieur de la station de traitement d'eau. Entièrement automatique, la station permet de puiser directement l'eau du barrage pour la faire passer par plusieurs phases afin d'obtenir de l'eau potable. Tout le processus est régulé par cet ordinateur qui permet aussi d'acheminer l'eau pour distribution à Ouagadougou. Pour nous, vous savez, la Banque mondiale, c'est une institution qui a comme vocation la lutte contre la pauvreté. Et pour lutter contre la pauvreté, l'eau est très importante. L'eau est très importante pour le bien-être de la population. Pour la réalisation de cette infrastructure, la Banque mondiale a investi plus de 40 milliards de francs CFA. Et après cette visite, l'institution bancaire compte signer avec l'Office national de l'eau un accord de 150 milliards de nos francs.
Et ça va nous permettre de renforcer des centres déjà existants par la création de centres de production d'eau. Par exemple, nous avons les villes de Boussé et Ako-Goursi, où on va faire un centre de production au niveau du barrage Kanazoué pour servir ces 3 villes-là. Nous avons également un centre de production d'eau que nous allons faire à partir du lac Dem à Kaya, qui va renforcer la production d'eau au niveau de la ville de Kaya, mais permettre de construire de nouveaux centres à Kors-Moro et à Bousma. En plus de cela, le directeur général de l'ONEA annonce le projet d'autres centres de traitement d'eau à Gombousgou, Béguédo, Moctedo et Tibélé. Et de son côté, le président de l'Assemblée nationale était sur le site de concassage de granit de Pissi à Ouagadougou, où travaillent plusieurs hommes et femmes dans des conditions pénibles. Il est allé voir donc ce qui se passe sur place, mais aussi apporter du réconfort à ces personnes démunies qui travaillent sur le site malgré les risques. Moussa Ouedraogo, Zalissa Sanfo. Carrière de Pissi, une carrière au cœur de la capitale burkinabé. Ici, chaque jour, environ 4000 personnes sont à la recherche de leur pitance quotidienne. Elles sont en majorité des femmes. Et parmi elles, Khadija Belem. Cela fait 19 ans qu'elle concasse ses cailloux. Le temps a fait son effet et plus de force. Pourtant, la vieille dame continue encore et encore de concasser. Il lui faut 3 à 4 jours pour remplir ce plat et espérer la modique somme de 400 francs CFA. Mes enfants sont allés à l'aventure en Côte d'Ivoire. Je n'ai plus personne, c'est pour ça. Je quitte Wapassi à la marche à environ 6-7 km juste pour avoir de quoi manger. Transporter, concasser la roche pour survivre ou pour subvenir aux besoins de la famille. Un travail pénible, harassant à tout point de vue, que le président de l'Assemblée nationale est venu découvrir. Après un tour, Alassane Balassakande n'est pas resté de marbre. Je suis vraiment touché par ce que je viens de voir. En venant ici, il avait prévu 8 tonnes de vivres pour les travailleurs de la carrière. Mais les dures réalités, découvertes à travers les échanges, les doléances et visites, ont engendré d'autres promesses. Ils ont demandé des microcrédits pour des dames qui peuvent permettre à ces femmes-là de quitter ce site-là. Donc c'est quoi, 5 millions? Nous avons dit d'emblée que nous allons revenir ici avec des membres du gouvernement. Et chacun va prendre ses responsabilités. Et j'ai dit également, au cas où le gouvernement va être défaillant ou pour des raisons de budget ou des raisons de stratégie, nous à l'Assemblée nationale, nous allons voir pour régler ces questions-là. Au-delà de ça, nous-mêmes, nous avons fait des promesses. Nous avons promis de leur construire des toilettes parce qu'il n'y a que 2 toilettes pour 4000 personnes. Nous allons le faire. Et on a promis aussi de leur donner des lunettes pour les protéger et des gants également. Donc j'ai promis personnellement d'apporter ou de prendre en charge une centaine d'élèves, en tout cas à ce niveau-là, en leur offrant des kits, des petites bourses de 20 000 par personne, donc ce qui fait 2 millions. Et cela, je me suis engagé pour le faire jusqu'à la fin de mon mandat. Tous ceux que nous avons rencontrés nous confient n'avoir qu'un seul rêve, pouvoir quitter un jour cette carrière. Dans l'actualité ce soir, au procès du Putsch manqué de septembre 2015 au Burkina, les audiences se suivent et se ressemblent avec des accusés qui plaident non coupables. Ce matin, c'est le soldat de première classe, Lawapan Placide So, qui répondait de ses actes. Il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires et complicité de dégradation volontaire de biens. À sa suite, un autre accusé plaide également non coupable. Il s'agit du caporal Saïdou Lankwande. Le point des audiences avec Zoubafiel David Abiré. Après le soldat de première classe Sol Lawapan Placide ce matin, c'est au tour du caporal Saïdou Lankwande de se présenter à la barre. À son encontre, 3 chefs d'accusation. Complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre et coups et blessures volontaires. Des griefs que le fantassin, moniteur de sport au RSP, refute et propose au tribunal sa version des faits. Et selon son récit, dans l'après-midi du 16 septembre 2015, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre le terrain de sport pour une partie de volleyball, il est informé qu'un rassemblement est en cours. Il y prend part et apprend que le quartier est consigné. Il passe donc la nuit au Kanabakoum 2. Dans la matinée du 17 septembre,
il prend part à un rassemblement, la même consigne est réitérée, les soldats sont priés de rester sur place en attendant les consignes. Il décide de regagner son bureau, mais le sergent Zoubele Martial Ouedraogo l'accoste et lui propose de l'accompagner en ville. Il porte l'information à son supérieur hiérarchique direct, le sergent Henri Kouldiati. Ce dernier n'y trouve aucun inconvénient. Mieux, il lui suggère d'emporter son arme de dotation, une Kalachnikov. Les deux fantassins foncent donc en ville, direction la place de la Nation de Ouagadougou. Sur place, ils sont aux prises avec des manifestants hostiles. Des manifestants qui jetaient des pierres sur les soldats. Non satisfait de son geste, l'un d'entre eux se démarque de la foule et fonce sur les soldats. Le caporal l'empoigne, le couche sur le ventre et le fouette à l'aide d'une cordelette. Après cette expédition punitive, les deux hommes regagnent le camp. Dans la même soirée, au rassemblement de la troupe, il est désigné pour prendre part à une mission en compagnie du lieutenant Bourema Zagré. Pour son exécution, il est exigé de l'équipe le port de la tenue militaire terre du Burkina en lieu et place de la tenue léopard. Il s'agit d'une mission à Sinkansé, localité située à la frontière Burkina-Togo. Ils ne seront de retour à Ouagadougou que dans la soirée du 18 septembre 2015. Pour le reste de son temps, il reste cantonné au camp jusqu'au 28 septembre 2015, date à laquelle il quitte définitivement le camp Nabakom 2. Qu'avez-vous fait ou emporté de Sinkansé? À cette question du parquet, le soldat restera vague et demande au procureur de se référer au lieutenant Zagré, son chef de mission. Le parquet revient à la charge, assailli par les questions. Le ton monte entre les deux parties. Le jeune caporal craque. Le président Sédou Ouedraogo suspend l'audience pour 10 minutes. À la reprise, l'ambiance est plus sereine. Pour le parquet militaire, la culpabilité de l'accusé est clairement établie pour les faits de coups et blessures volontaires. Mieux, à la lumière de sa déposition à la barre, poursuit le procureur, le caporal Saïdou Lankwandé a soutenu les putschistes dans leurs actions en effectuant une mission de reconnaissance à la place de la nation dans le but de faciliter le déploiement des véhicules ACMAT, des véhicules de soutien aux missions militaires. La partie civile embouche la même trompette et note une constante dans les déclarations du caporal, malgré sa réticence à dire exactement ce qui s'est passé. Maître Séraphin Sommet estime que les charges retenues contre le caporal sont suffisamment constituées. La messe est donc dite, conclut l'auxiliaire de justice. Des propos qui semblent avoir frustré le conseil de l'accusé. Si la messe est dite, que faisons-nous alors dans cette salle? S'interroge Babou Bama, qui soutient que son client est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais poursuit l'avocat, il n'a fait qu'exécuter des ordres militaires et son geste consistant à fouetter le manifestant est tout simplement naturel. À la fin de sa déposition à la barre, le caporal Saïdou Lankwandé demande pardon à sa victime, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et un repos paisible à l'âme des disparus. Le procès reprend ce mercredi 22 août 2018 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. On en vient à présent à notre dossier de ce journal, le mouton de Tabaski. La fête, c'est dans quelques heures et les préparatifs aussi vont bon train. Difficile d'imaginer un Tabaski sans le mouton. Au marché à bétail de Tanguin, dans la capitale burkinabé, les prix de ces petits ruminants oscillent entre 50 000 et 400 000 selon un constat d'une de nos équipes. Une fourchette où tout le monde y trouve son compte, diriez-vous, mais pas si sûr. On essaie de comprendre avec Maxime Zongo. À moins de 72 heures de la célébration de la fête de la Tabaski, ils sont nombreux, les fidèles musulmans, toujours à la recherche de l'animal recommandé, le bélier pour le sacrifice. Sur le marché, les clients ont l'embarras du choix. Des béliers de toutes les tailles et de tous les prix, on en trouve au marché, à bétail à Tanguin, ici à Ouagadougou. Il y a des moutons à 100 000. 150 000, 200 000, voire 400 000 francs. Vous voyez ce mouton? Je l'ai vendu à 400 000 francs CFA. Le propriétaire a préféré le laisser ici. Il va venir le chercher à la veille de la fête. Un mouton à 400 000 francs CFA, pas du tout simple, surtout par ces temps qui courent, certainement pour beaucoup de clients. Moi, je suis venu pour payer ce qui est moyenne. Ouais, parce que présentement, les choses, ça ne suit pas, donc on va prendre ce qui est à notre taille. Je l'ai payé à 100 000. Bon, sinon je voulais ça à moins de 100 000, mais il n'a pas voulu. Il dit que
les moutons sont un peu chers, donc on s'est entendu à 100 000. Amado Diko, qui vient de Dori avec une centaine de moutons, espère les vendre tous d'ici la fin de la fête. On a envoyé 100 moutons. Ouais. On n'a pas vendu, fini d'abord. Il y en a. De reste, beaucoup même. Il n'y a pas de marché. Le marché que certains vendeurs qualifient de morose serait lié, selon leur explication, à la situation sécuritaire difficile que connaît le pays. La situation sécuritaire que traverse le pays a impacté négativement le marché. Nous ne pouvons plus aller loin de peur d'être attaqués. Ils ne sont ni vendeurs, encore moins des clients, mais jouent un rôle déterminant. Eux, ce sont les intermédiaires ou encore des marcheurs. Nous aussi, on fait un peu pour avoir, comme il n'y a pas marché aussi, nous aussi on sont des marcheurs. Si quelqu'un vient, nous aussi on peut le courager, rentrer dedans. Bon, on peut les aider et puis lui aussi va gagner un mouton au moins 20 et puis si lui aussi il sort et puis nous donner au moins 2 000 ou 5 000 francs. Donc nous aussi on fait ça un peu pour gagner à manger. Donc c'est ça notre travail comme ça. Dans tous les cas, les potentiels clients ont encore une marge de temps pour faire un tour dans les marchés à bétail qui ne désemplissent pas. Cher ou pas cher, la Tabaski, cette année encore, ne dérogera pas à la règle. À Bobo Dioulasso, on n'est pas dans le reste de cette effervescence de Tabaski. Des points de vente informels se voient ça et là dans la ville. Une nouvelle stratégie commerciale à la conquête des potentiels clients. Mais les clients, quant à eux, se plaignent du coût élevé du mouton cette année. Ambiance avec Karim Sissé. Ousmane Ouedraogo est un jeune éleveur de moutons à Bobo Dioulasso. En cette période de fête de la Tabaski, il est sorti dans l'intention de couler ses moutons. Et pour ce faire, il sillonne les rues de la ville de Sia à la recherche d'éventuels clients. Je me promène avec les moutons, car personne ne viendra chez moi pour payer mes moutons. Je suis sorti avec 6, ils ont acheté un. Tout comme lui, de nombreux autres éleveurs ont choisi cette stratégie commerciale. Avec leurs moutons, ils arpentent les routes, question d'aller à la rencontre de la clientèle. Certains clients demandent à ce que tu les amènes le mouton. On est obligé de se déplacer à pied pour livrer le mouton. Sur le terrain, le coût est fonction de la taille et de la forme du mouton. Ce mouton, par exemple, coûte selon son propriétaire 300 000 francs CFA. Le prix de cet autre mouton est fixé à 125 000 francs CFA. Et pour les clients, l'équation est difficile à résoudre. Je suis en train de discuter avec lui. On ne s'entend pas pour le moment, mais j'espère que ça va aller. Et il a dit combien? Vous avez dit combien? Il me parle de 105 000. Moi, je parle de 80 000. Je suis venu voir les moutons. Sinon, cette année, ce n'est pas facile. Même si là, comme ça, là, on dit que 75 000. Alors que l'année passée, on a payé ça à 45 000, 45 000. L'année passée, j'avais 18 moutons et j'ai vendu 17. Cette année, j'ai 9. Seulement 3 ont été payés pour le moment. Effectivement, les clients se plaignent que c'est cher. Bon. On arrive à vendre avec d'autres. Mais par contre aussi, d'autres aussi n'acceptent pas d'acheter. Depuis le matin, on n'a pas pu vendre. Car cela ne tienne, certains clients arrivent à rentrer chez eux avec un mouton. Ça va un peu. On a décidé, on s'est entendu. Aussi le prix. Il avait dit 60 000. Mais on a eu ça plus bas. Voilà. Avec ou sans mouton, la fête de la Tabaski aura bel et bien lieu dans quelques jours. Du reste, acheteurs et vendeurs espèrent tout de même tirer leur épingle du jeu. Et pour être complet sur ce dossier, 2 millions de musulmans ont effectué ce lundi la station du mont Arafat, qui marque un moment capital du Hajj ou pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam que tout musulman est censé accomplir une fois dans sa vie s'il en a les moyens physiques et financiers. Parmi ces 2 millions de fidèles, on comptait environ 8 500 Burkinabés.
c'est l'un des plus importants rassemblements religieux au monde. Le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam que tout musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Cette année, 2 millions de personnes sont attendues à la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, pour participer à ces gigantesques célébrations sous 40 degrés. Ils étaient 24 000 pèlerins en 1941. Une marée humaine encadrée désormais par 18 000 employés de la défense civile saoudienne œuvrant à la sécurité de ces musulmans venus du monde entier. En 2015, un mouvement de foule avait fait plus de 2300 morts au cours du Hajj, remettant en question la sécurisation d'un événement capital pour l'Arabie Saoudite. C'est la deuxième source de rentrée de devises du royaume wahhabite, juste après les hydrocarbures. Un pèlerinage qui n'est pas étranger aux tensions dans le Golfe. Cette année encore, les musulmans en provenance du Qatar ne pourront pas y participer. Et puis, à la veille de Tabaski, les forces armées du Burkina font des heureux dans l'est du pays. Son groupement Futuri est allé remettre des vivres aux populations de 2 villages. La composition du don avec Ibrahim Sanou. Le village de Tankwalo est situé dans la région de l'Est, à 11 km de la frontière du Niger voisin. Après 1 heure de vol, l'hélicoptère de l'armée se pose dans cette localité. Ce n'est pas une opération de ratissage, rassure le commandant du groupement des forces, mais plutôt un don de vivres aux populations. Bon, c'est une joie pour moi en tout cas de dire merci à l'armée pour leur soutien. En tout cas, nous reconnaissons que nous sommes des Burkinabés. Ça nous fait beaucoup de plaisir en tout cas d'avoir des relations avec l'armée pour lutter contre en tout cas ce phénomène. Plus tôt dans la matinée, c'est le village de Kabongou qui recevait la même délégation. Un village qui a connu l'interpellation de certains de ses ressortissants. Des interpellations qui ont été faites. Il y a leurs enfants qui sont parmi. C'est ça qui les rend mécontents. Sinon, ils sont très contents de recevoir les vivres. Ce qu'on a interpellé, comme je suis le conseiller, certains même qui venaient chez moi, certains paris qui venaient chez moi, je dis bon, c'est un travail que l'armée est en train de faire. Celui qui est innocent va revenir, mais celui qui est coupable va rester. Donc on ne sait pas qui est qui. Action civilo-militaire, c'est le terme choisi par le groupement des forces pour désigner cette opération. Les terroristes avaient envahi cette ville et nous sommes venus donc pour les mettre hors d'état de nuire et surtout les chasser carrément du coin. Et en reconnaissance à cette population, nous avons voulu quand même marquer notre passage à travers ces vivres. C'est la période de soudure, nous savons que c'est difficile et ça leur permettra, surtout les plus démunis, d'avoir au moins un repas. C'est depuis 10 jours que nous sommes sur le terrain. Nous avons investi en tout cas certaines localités, donc Kabonga, Toué, Nassumbouk et bien d'autres localités, dans la traque de ces terroristes-là. Le bilan en tout cas est satisfaisant. Il y a un certain nombre en tout cas de suspects très sérieux qui ont été appréhendés et nous avons mis en tout cas aux mains des autorités judiciaires pour la suite des investigations. Ce groupement de forces dénommé Futuri regroupe toutes les forces de l'armée aux paramilitaires. Il ambitionne ramener la sécurité dans la région de l'Est en proie au terrorisme depuis un certain moment. Et dans le Sahel du Burkina, un projet tente de retirer les enfants sur les sites d'orpaillage. C'est un projet piloté par l'UNICEF et la Direction régionale de communication du Sahel. Environ 21 sites d'orpaillage ont été touchés et 4300 enfants sensibilisés. Jérôme Tandano sur place à Dori. La situation des enfants orpailleurs dans la région du Sahel a fait l'objet d'un plan intégré de communication pour un changement de comportement. Mise en œuvre par la Direction régionale de la communication et ses partenaires, l'initiative se veut un moyen de lutte contre le travail des enfants sur les sites. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Nous avions constaté qu'au niveau des sites aurifères, il y a une colonie d'enfants qu'on retrouve. Et ce plan de communication va contribuer à changer le comportement et surtout au niveau social pour que les enfants ne fréquentent plus les sites aurifères. Nous avons pu faire des jeux radiophoniques de type Burkina Variété. Nous avons pu faire du théâtre forum. Nous avons également pu effectuer des missions de plaidoyer. C'est un motif de satisfaction, mais l'essentiel n'est pas ça. C'est que ce qui a été amorcé comme dynamique puisse se poursuivre.
Cette stratégie d'action a porté fruit selon les services en charge de la famille au Sahel. Ça a permis de sortir des enfants des sites miniers. Ça a permis à des parents de retrouver leurs enfants. Et ce qui est important, ça a permis à des enfants de retourner à l'école. Là, c'est très important. En attendant un nouveau plan, la Direction régionale de la communication appelle l'ensemble des acteurs à poursuivre la sensibilisation pour l'abandon du travail des enfants sur les sites d'orpaillage dans la région du Sahel. Et puis, Bissiri est un village dans le Bazega et les adeptes du yoga se sont retrouvés dans cette localité pour une semaine de méditation. Les adeptes sont venus du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et bien sûr du Burkina Faso pour des moments de bien-être physique et mental. Oumar Zombré. Ils sont Ghanéens, Togolais, Ivoiriens, Français, Brésiliens ou encore Burkinabés. Ils sont certes d'origines différentes, mais ils ont un point en commun. C'est la pratique du yoga. Nous sommes à Bissiri, village situé à quelques kilomètres de Kombisiri, dans la province du Bazega. C'est ici, loin de la ville, que ces maîtres yogis, élèves et sympathisants se sont donné rendez-vous pour leur séminaire sous-régional annuel. Nous sommes venus donc pour honorer de notre présence et en tout cas apprendre les bonnes pratiques, notamment au niveau des programmes de société. Par exemple, le Burkina est un exemple aujourd'hui d'un programme de société où comment la pratique du yoga et l'idéologie du yoga peut permettre à des populations de vivre. Parmi les activités phares du séminaire, il y a bien sûr les conférences, il y a les cours de yoga, il y a les cours les séances de méditation et sur des thèmes bien variés. Le thème de cette rencontre annuelle est « Yoga pour le bien-être et le progrès humain ». Je pense que le développement extérieur devrait être une réflexion du développement intérieur d'une personne. Donc ici, on essaie vraiment d'échanger avec la population locale et nos propres yogis ici, comment faire pour avoir une vie harmonieuse en soi, par la méditation, par les asanas, et comment ça peut se refléter dans l'aide aux autres par du développement en milieu rural. En marge de ces séminaires sous-régionaux, les yogis ont animé une conférence sur l'autonomie paysanne. Ils invitent les villageois à laisser tomber les pesticides et les OGM pour une agriculture plus saine et plus résiliente. En bref, au Mali, la Cour constitutionnelle a confirmé ce matin la victoire du second tour d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le président sortant recueille 61,16% des voix contre 32,84% pour son rival Soumaïla Cissé. Les requêtes déposées par les deux camps ont été toutes rejetées 5 ans après son ascension au pouvoir en 2013. IBK, comme on l'appelle affectueusement au Mali, repart donc officiellement pour un second bail. Et puis les retrouvailles déchirantes de familles des deux Corées, des dizaines de Sud-Coréens ont pu serrer dans leurs bras des membres de leur famille de qui ils étaient séparés depuis la guerre de Corée qui a débuté en 1950. Les retrouvailles ont eu lieu dans la station de montagne nord-coréenne du mont Kumgang. Regardez. La plupart ne se sont pas revus depuis la guerre de Corée. 68 ans après, ces familles nord- et sud-coréennes se retrouvent enfin. Suite à un rapprochement des deux Corées, près de 200 familles sont en ce moment même réunies dans la station de montagne nord-coréenne du mont Kumgang. Lee Gum-sum a 91 ans. Elle va rencontrer son fils dont elle a été séparée alors qu'ils essayaient de fuir pendant la guerre. Je suis sûre que je ne le reconnaîtrai pas. Il avait 3 ans, mais maintenant il en a 71. Et il ne me reconnaîtra pas non plus. Je veux savoir comment il a vécu toutes ces années, s'il a été élevé par une nouvelle mère, ou si c'est son père qui l'a élevé tout seul. En 2000, plus de 100 000 Sud-Coréens s'étaient portés candidats en espérant se réunir avec leur famille. Mais le temps est compté pour les survivants de la guerre. Plus de la moitié de ceux qui s'étaient inscrits sont aujourd'hui décédés. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. L'anniversaire de la disparition de Salifou Diallo à la une de Silwaya. Baobab politique.
titre le journal au moment où ses camarades politiques lui rendent encore un hommage. Homme de conviction, d'action parfois controversée, sans état d'âme, Salifou Diallo aura marqué d'une empreinte indélébile la vie politique de son pays 4 décennies durant, écrit l'éditorialiste qui ajoute qu'il tirait les ressorts de son assise politique, de sa proximité fusionnelle avec le monde rural, plusieurs infrastructures hydrauliques étant à son compteur. Pour le journal Le Pays, l'ombre de Gorbatchev continue de planer sur l'échiquier politique national, actuellement en pleine mutation, avec des remous qui ébranlent certains partis politiques de l'opposition comme de la majorité et dont on dit qu'il a été l'instigateur avant de tirer sa révérence. Le grand vide laissé a-t-il été comblé, se demande le journal. Le landerneau politique ne manque pas de tête brûlée, mais pas tout à fait à la trempe de Salifou Diallo qui réussissait tout seul à monter des opérations de déminage contre des regroupements politiques ou de la société civile en y infiltrant des taupes. Toutefois, relève Le Pays, certaines pratiques ont été pour le moins nocives pour l'avancée démocratique. Autre disparition commentée dans la presse, celle de Kofi Annan. La mort d'un grand Africain, écrit l'observateur Palga, 7e secrétaire général des Nations Unies, le natif de Koumassi au Ghana aura passé l'essentiel de son parcours terrestre à travailler pour la paix dans le monde, couronné en 2001, prix Nobel de la paix. Mais tout n'est pas que succès, car Kofi Annan est comptable du génocide rwandais de 1994 que la communauté internationale n'a pas pu éviter alors qu'il était le chargé des opérations de l'organisation. Du reste, le journal l'intègre dans le rang des dignes fils de l'Afrique, aux côtés des Mandela, Nkrumah et Senghor. Une vie bien remplie, note aujourd'hui Ofaso pour sa part. Ce fut un grand homme et les bordées d'hommage des grands dirigeants du monde sont la preuve que la personnalité a apporté un supplément d'âme à l'ONU. Pour ce journal, l'actualité revient à 22h30 sur la RTB. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.